Voici notre histoire principale maintenant. Une bombe. Un nouveau rapport montre que le département de la Défense, oui, le Pentagone, contrôlait le programme Covid-19 depuis le tout début. Et tout ce qu'on nous a dit était du théâtre politique essentiellement pour le dissimuler jusqu'au processus d'approbation des vaccins par la FDA. Tout était du théâtre. Cela signifie que les êtres humains ont été utilisés essentiellement comme des cobayes selon les documents récemment obtenus. Le Pentagone a utilisé une combinaison d'autorisations d'approbation louches qui sont toujours utilisées, y compris la loi de préparation, l'autorisation d'utilisation d'urgence et d'autres autorisations de transaction, OTA, qui protégeaient les participants médicaux des grandes agences pharmaceutiques qui dispensaient les vaccins non réglementés de toute responsabilité et les protégeaient. Fondamentalement, nous avons parcouru un grand nombre de ces documents et nous venons de montrer qu'ils ne sont responsables d'aucune de ces responsabilités. Ces documents, ces nouveaux documents, ont été obtenus par un ancien cadre d'une organisation de recherche pharmaceutique sous contrat. Cette personne est Sacha Latipova, et Sacha se joint à nous maintenant pour nous dire ce qu'elle a découvert. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Sacha. Bien, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Absolument, c'est intense. Je veux dire, lorsque vous avez découvert ces documents pour la première fois, votre mâchoire a-t-elle simplement touché le sol ou saviez-vous ce que vous alliez trouver en fonction des miettes que vous aviez déjà découvertes? Eh bien, oui, j'étais vraiment choqué. Je travaillais là-dessus depuis un certain temps, donc ma première découverte a été que ces produits n'étaient pas conformes aux bonnes pratiques de fabrication et que j'ai constaté tout de suite lorsqu'ils ont commencé à être déployés en raison de l'extrême variabilité des événements indésirables et des tests signalés pour chaque lot de ces soi-disant vaccins. Cela a donc été très choquant pour moi en tant que professionnel de l'industrie pharmaceutique, car nous savons à quel point des produits pharmaceutiques de haute qualité doivent généralement être fabriqués. Vous savez que cela doit être très consistant. Il doit y avoir pratiquement aucune variation d'un lot à l'autre en termes de toxicité ou de toute autre caractéristique de performance. Et il y en avait des milliers pour ces produits d'un lot à l'autre. C'était donc extrêmement préoccupant et je ne savais pas pourquoi cela se produisait, mais je savais juste qu'ils n'étaient pas conformes aux bonnes pratiques de fabrication. Cela a été confirmé plus tard par le biais de documents réglementaires. Puis la dernière pièce du puzzle était lorsque j'ai pu voir tous ces contrats du DoD et ils ont été publiés sur la base d'une requête de liberté de l'information et également par la Commission d'échange et de sécurité. Et quand j'ai vu ces contrats, il y en avait environ 400 qui sont maintenant disponibles pour toutes les contre-mesures Covid, dites Covid, y compris les vaccins, j'ai réalisé que c'était vraiment ce qu'il se passait. Le département de la Défense a utilisé des pratiques contractuelles très louches et a également utilisé plusieurs lois qui ont été mises en place auparavant, avant le Covid, pour ce faire, pour protéger les entreprises chirurgicales de ne pas mener d'essais cliniques appropriés et, je dirais, des manipulations frauduleuses de la perception du public. Et le tout en collusion, évidemment, avec les médias grand public et ces sociétés pharmaceutiques. Et donc, en conséquence, nous avons cette performance théâtrale appelée essai clinique, mais ils n'étaient en fait pas réels. Ils ne les ont pas faits. Vous savez, selon les lois qui sont utilisées ici et invoquées dans ce processus, les essais cliniques ne sont pas du tout requis. Et en fait, ils ne peuvent pas être menés. Je veux dire, c'est l'un des nombreux. Il y a beaucoup de parties vraiment troublantes dans cette histoire. Nous en déballerons quelques-unes, mais celle qui se démarque, peut-être en haut de la liste, c'est la mise en scène qui a été mise en place. Il y avait donc ces êtres humains, à bien des égards, utilisés comme des cobayes pour dépeindre cette toile, en quelque sorte, des épreuves approfondies pour s'assurer que nous étions tous en sécurité avec ces vaccins. Et je sais qu'il y avait par exemple une fille de 13 ans, il l'avait mise dans une publicité du Conseil de la sécurité des vaccins. Je vous ai mis la publicité, qui allait être diffusée pendant le Super Bowl. Ensuite, elle a été retirée par Comcast. Ils ne l'ont pas autorisée à être diffusée. Cela montre une fille de 13 ans en parfaite santé qui a traversé ce process particulier, puis a fini par avoir toutes sortes d'événements indésirables. Ces personnes ont donc été utilisées essentiellement comme des instruments, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et donc, les sujets des essais cliniques ont été trompés. Mais surtout, la plupart des sites d'essais cliniques et des enquêteurs ont également été trompés. Et la plupart des employés de la FDA ont été trompés, car cette arnaque particulière est conduite en haute sphère.
Seules quelques personnes, pour autant que je sache, au sommet de ces organisations, le ministère de la Défense, le HHS, la FDA, la BARDA, leurs conseillers juridiques, ceux-là savaient. Mais le reste des employés réguliers et la base, et en particulier les sujets des essais cliniques bien sûr, ont été tenus dans l'ignorance. Et en fait, en vertu du Cures Act de l'administration Obama, le mandat, je crois, l'autorisation d'utilisation d'urgence, pas d'urgence, les exigences de consentements éclairés, de sorte que les sujets ne doivent pas nécessairement être informés de ce qu'il se passe, si cela n'est pas jugé dans leur meilleur intérêt. Et encore une fois, à travers, vous savez, c'est encore trop long pour entrer dans l'histoire juridique, il y a des recherches très approfondies, des centaines de pages de documents sur l'histoire juridique de tout ceci. Mais les lois qu'ils ont invoquées pour exécuter ce programme ne nécessitent pas de consentement éclairé et ne nécessitent pas non plus d'essais cliniques. Alors, les gens, je suis désolé, c'est incroyable. Donc, les personnes impliquées dans ces essais n'ont pas besoin d'être informées de ce qu'il se passe? Oui, exactement. Donc, les règles du consentement éclairé ont été amendées sous Obama pour dire que si ce n'est pas dans le meilleur intérêt du sujet, et qui décide si c'est le cas ou non. Mais c'est ce que ça dit. Donc vous savez que ce genre de choses peut être caché aux gens, que cela est en fait sous une loi d'exception d'urgence utilisée pendant l'urgence de santé publique. C'est très critique. C'est pourquoi il continue à étendre l'urgence de santé publique au-delà de tout. Nous n'avons pas d'urgence, mais ils continuent à l'étendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ça. En vertu de l'urgence de santé publique, l'utilisation d'urgence autorisée, ces types de contre-mesures de médicaments, c'est un mot-clé. Ce ne sont pas des vaccins, là, ce sont des contre-mesures. Donc, tous ces trois ensemble, ils peuvent l'utiliser de cette façon. Ils n'ont pas à informer le sujet si c'est le cas. Ils peuvent faire usage de beaucoup de secrets. Ils n'ont pas à mener d'essais cliniques. Ils ne sont pas tenus car ces produits ne peuvent pas être des produits expérimentaux. C'est ce que dit la loi. S'il ne peut s'agir de produits expérimentaux, alors nous n'avons pas d'enquête, nous n'avons pas de sujet d'essais cliniques. C'est comme ça qu'ils s'en sortent. Donc c'est au Pentagone, c'est au département de la Défense. Vous avez parlé de contre-mesures, et bien sûr, ce à quoi nous pensons tous immédiatement, c'est la menace étrangère, n'est-ce pas? Nous avons affaire au Pentagone, n'est-ce pas? Il est censé nous protéger contre les adversaires étrangers. Alors, comment le Covid est-il un adversaire étranger? Et comment cela se passe-t-il au Pentagone? C'est une excellente question. Donc, dès le début, il s'avère que l'administration Trump et ensuite l'administration Biden ont traité cela, le Covid, comme une guerre, comme un acte de guerre, parce que le Conseil de sécurité nationale établit une politique de réponse Covid, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité nationale n'a pas de représentant du département de la santé, seulement la défense et le renseignement. Et donc, le Conseil de sécurité nationale finit la politique pour le Covid. La HHS n'est pas définie dans la politique. La HHS n'est pas en charge. La HHS ce n'est pas une agence de réponse, il gère l'information. Donc, le sommet du gouvernement traite cela comme un acte de guerre. Et ils nous disent à tous, « Oh, c'est un problème de santé. C'est un virus naturellement mondial qui a sauté d'une chauve-souris et il ne mentionne pas, vous savez, la création du laboratoire, parce que vous êtes immédiatement éliminé et les médias sociaux vous censurent, n'est-ce pas? Donc, dès le début, nous avons une énorme tromperie. Ce qu'ils traitent en fait comme une guerre, ils disent aux gens que c'est un événement sanitaire. Et nous apprenons des Twitter Files, Sacha. La semaine dernière, le dernier en date autour des Twitter Files, c'est que l'administration Biden poursuivait activement et essayait de censurer quiconque parlait de théories sur les fuites de laboratoire et parlait du laboratoire de Wuhan. Et nous suivons cette idée que cela vient d'une chauve-souris sortie d'un laboratoire. Et donc, ils essayent activement de censurer ce récit. Et donc tout a été coordonné, et nous savons que plusieurs agences s'en prenaient activement, bien sûr, à Twitter et aux entreprises de médias sociaux, et essayaient de garder cela silencieux. Dans ces documents, est-ce que vos recherches montrent, je veux dire, jusqu'où cela va-t-il? Et quelle est l'étendue des tentacules du Pentagone là-dedans? Est-ce que cela touche le Dr Fauci? Est-ce que cela touche d'autres agences principales? Eh bien oui, donc ils coordonnaient tout ça. En fait, ils ont même démarré en 2013. Donc, soit dit en passant, la planification va de la pré-planification aux années au moins 2012-2013, sur la base des contrats et sur la base des documents que je n'ai pas encore couverts.
Donc, par exemple, il y a l'entreprise Pandemic. C'est une entreprise quasi privée, quasi gouvernementale, qui a été créée en 2013, qui implique 10 chefs d'agences fédérales. Ça s'appelle PEMSI, c'est l'abréviation. Et ainsi, 10 chefs d'agences fédérales, dont le ministère de la Défense, la HHS, la FDA, le NIH, le département de l'agriculture, l'énergie, les anciens combattants. Alors, tous ensemble se réunissent et discutent secrètement de ce genre de contre-mesures, très secrètement. Et il y a un protocole sur le site web de la FDA, et la majeure partie, 90%, traite de la façon dont nous allons garder tout secret entre nous, toutes les divulgations de confidentialité, comment nous allons communiquer à ce sujet. Nous avons donc cette forme de cabale avec beaucoup de secrets et beaucoup de procédures pour maintenir le secret sur les réponses à la pandémie en 2013. C'est donc presque comme s'ils savaient que tout cela allait arriver. Je veux dire, c'est ça. Nous parlons de théorie du complot dans cette émission. Je veux dire, et tout est vrai. Je veux dire, c'est incroyable. C'est là, tout en 2013. Tout est tracé. Ça a été planifié, comment ils vont garder tout secret, et je me demande pourquoi ce qui est censé être un événement sanitaire est si secret du public. Vous savez, donc, ils traitent ça comme une guerre, puis ils nous disent à nouveau que c'est une histoire de santé. Alors on part là-dedans, ils dissimulent donc l'activité militaire avec cette représentation d'un événement sanitaire et d'une réponse à une menace sanitaire. C'est donc là que les gens ne sont pas informés tout de suite et sont trompés. Et puis, vous savez, parce qu'ils ont invoqué cet ensemble de lois et qu'ils utilisent des contre-mesures, il ne s'agit pas de vaccins, c'est des contre-mesures. Les contre-mesures ne sont pas des produits pharmaceutiques. Les contre-mesures sont une catégorie totalement différente. Donc, pour être clair, ce n'est pas techniquement un vaccin, n'est-ce pas? Non, Ce sont juste des contre-mesures. des contre-mesures, et plus particulièrement le ministère de la Défense les a commandées à des fabricants privés comme prototype. Donc on n'a jamais dit aux gens, venez, faites-vous injecter un produit de contre-mesure. N'est-ce pas? Non, en effet, on ne leur a pas dit ça parce que, comme vous l'avez souligné, ils n'étaient pas fondés sur le besoin de savoir, n'est-ce pas? Ils n'avaient donc pas besoin d'avoir un consentement éclairé. Alors, voici un prototype, nous allons vous l'injecter, tout comme la fille de 13 ans que nous avons présentée au début et dont nous avons parlé. Sa famille aurait-elle permis cela s'ils savaient que ce n'était qu'un prototype? Absolument pas. On a dit à tout le monde, oh, c'est un vaccin, c'est sûr et efficace. Il a été testé rigoureusement. D'ailleurs, aucun test de sécurité n'a été fait. Ils n'ont fait aucun essai sur des animaux. Ils n'ont terminé aucun essai sur des animaux, pas même les ont commencés avant qu'ils ne commencent l'injection massive de personnes et les essais sur l'homme. Et c'est une violation complète de toutes les réglementations partout dans le monde. Et vous savez, y compris la FDA. Et encore une fois, personne n'a été informé de cela. Ils ont dit, oh, ça a été testé, c'est en développement, nous avons fait des essais précliniques, et ils n'en ont fait aucun. Ils sont juste allés directement chez les gens et ont inoculé cette fille qui est maintenant paralysée pour autant que je sache. Et donc, vous savez, en tant que cadre d'une organisation de recherche pharmaceutique sous contrat, et en étudiant ces contrats de manière approfondie, ils sont complètement protégés ils ont l'immunité, là. Ils ont essentiellement, vous savez, aucune responsabilité. Il n'y a aucune responsabilité pour Pfizer, Moderna, aucune de ces sociétés, n'est-ce pas? Ils sont complètement protégés. C'est ce que les documents montrent? Oui, dans les contrats du DoD que j'ai examinés, il y a une clause distincte, qui est une clause d'acte préparatoire, dans chacun d'eux. Et il est dit que, vous savez, en vertu de l'acte préparatoire, vous êtes couvert personnellement, l'entité couverte. Vous êtes couvert à titre personnel, en titre d'entité, et en fait tout le monde le long de la chaîne d'approvisionnement. Donc pas seulement les fabricants, mais tous leurs fournisseurs ou fournisseurs de matériel, les livreurs, vous savez, les pharmacies ou l'hôpital, quiconque injecte ces produits, ils sont tous considérés comme des employés de la HHS. Quel que soit leur lieu de travail, ils sont tous considérés comme des employés de la HHS, des employés du gouvernement pour les fins de cet exercice. Et le produit, ce prototype d'agent de guerre biologique, militaire de contre-mesure, appartient au ministère de la Défense tout au long de ce processus, jusqu'à ce qu'il soit injecté à la personne. Personne n'en prend possession. C'est ainsi qu'il se protège complètement de toute responsabilité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre tout le monde, y compris les personnes qui ont vacciné, et ceux-là seront les premiers à passer sous le train, évidemment, parce que ce sont des petites gens. Mais tout le monde devrait poursuivre ceux qui ont vacciné, qui n'ont pas fourni un consentement éclairé
éclairé, poursuivre les fabricants, poursuivre les hôpitaux, et j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est important. Oui, je veux dire, nous avons tellement de nos téléspectateurs, et vous pouvez nous le faire savoir dans le chat dès maintenant, parce que vous regardez notre émission. Nous avons eu tellement de nos téléspectateurs, des dizaines de milliers de nos téléspectateurs qui nous ont dit régulièrement, soit nous avons un de nos proches, hier soir une mère nous a dit qu'un de ses 5 enfants, l'un d'eux est mort. Je veux dire, nous avons ça tous les soirs dans notre émission, des histoires à ce sujet dans notre émission, donc c'est incroyable. Je vais vous faire rebondir sur cette question, Sacha, qui concerne l'avenir. Donc, ils planifiaient ça en 2013, comme s'ils savaient déjà que ça allait arriver. Mais d'après ma lecture, ils planifient déjà la prochaine fois. Oh oui, oui, ils exécutent le scénario, donc la prochaine chose importante qu'ils veulent faire est de céder notre souveraineté à l'OMS en vertu des réglementations sanitaires internationales, ce qui signifie que l'OMS peut désormais annoncer une pandémie quand elle en a envie. Ce qu'ils ont fait avec celle-ci, ce n'était que 40 cas dans le monde et ils ont décidé que c'était une pandémie mondiale, ce qui est ridicule. Mais maintenant, ils peuvent annoncer une pandémie quand ils en ont envie. Peut-être y a-t-il une pandémie d'arbres, peut-être y a-t-il une pandémie de chèvres, et ils arriveront et diront « Oh, c'est la pandémie du changement climatique, et tout le monde va se confiner. » Et notre gouvernement et l'administration Biden veulent spécifiquement renoncer à notre souveraineté nationale de sorte que, chaque fois que l'OMS décide qu'il s'agit d'une pandémie, nous devrions intervenir et mettre en œuvre tous les ridicules protocoles de confinement et de meurtre qu'ils imaginent. Alors, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, c'est ce que nous devons écrire à nos représentants au Congrès et protester, et à nos gouvernements d'État. Les gouvernements d'État doivent dire non, nous n'allons pas abandonner notre souveraineté. Le gouvernement fédéral ne peut pas décider pour nous. Et c'est donc ce qui doit arriver, parce que l'année prochaine, ils vont mettre cela en place. Incroyable. Il y a très peu, aucun de ces pays ne peut le faire en ce moment. L'Afrique s'est opposée à l'OMS, heureusement. Des États membres et l'Afrique ont pu dire non, nous ne voulons pas cela. Mais je pense que cela va être imposé de toute façon, malheureusement. Et nous céderons la souveraineté à un organisme non élu qui dirigera le spectacle sur tout cela. Sacha, merci beaucoup pour vos recherches incroyables à ce sujet. Nous espérons que vous reviendrez dans l'émission. Merci pour votre travail continu. Nous apprécions vraiment que vous nous ayez expliqué tout ceci. Merci beaucoup.